Bonjour monsieur, Bonjour. vous êtes Étienne Deschamps, vous êtes historien au service de recherche parlementaire du Parlement européen. Les parlementaires peuvent donc vous solliciter pour des questions d'histoire. Quelles sont vos activités principales? Alors en réalité, je travaille effectivement à Bruxelles, au secrétariat général du Parlement européen, dans un service qui s'appelle le service de recherche parlementaire. Le but principal de ce service, qui est un service récent, qui a été créé en 2013, est de fournir une expertise non seulement aux députés, aux membres du Parlement européen, mais aussi à tous les fonctionnaires Mhm. et de plus en plus à des citoyens, des journalistes, des intellectuels, peu importe, des responsables politiques qui contactent le Parlement européen à travers ce service spécifique pour obtenir toute une série d'informations, bien évidemment avec une priorité sur le fonctionnement et les enjeux actuels de l'Union européenne et du Parlement, mais il arrive, je dirais même qu'il arrive de plus en plus, et pas seulement quand il y a des anniversaires à commémorer, mais il arrive que nous soyons sollicités pour des demandes historiques. La raison est simple. Ce service, donc nouvellement créé, de recherche parlementaire, comprend à la fois la bibliothèque du Parlement, qui est une bibliothèque très riche, qui a un volet historique très important, puisque la bibliothèque est finalement un des premiers services que le Parlement, qui ne s'appelait pas encore Parlement, a créé dès 1952 à Luxembourg. Donc nous possédons dans la bibliothèque énormément de livres, de brochures, de publications anciennes, et puis nous avons aussi un service d'archives, archives du Parlement, et qui sont très très riches pour illustrer le processus d'histoire de la construction européenne, et pas seulement l'histoire interne ou politique du Parlement. Et donc moi, mon rôle, c'est dans le cadre de cette coopération avec les archives, avec les bibliothèques, c'est effectivement de produire des notes, de réaliser des études et de rendre cela accessible au plus grand nombre. Donc oui, parfois aux députés, mais pas seulement, et pas systématiquement aux députés. Je vous remercie beaucoup de me recevoir ou de venir aujourd'hui dans notre home office ou télévision home office. Et pour répondre à nos questions, surtout en ce qui concerne le samedi prochain, nous allons fêter le jour de l'Europe. En effet, le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, a invité les journalistes pour une conférence de presse qui ont été invités peu avant cette conférence. Et Robert Schuman a surpris tout le monde. Alors oui, en effet, c'est un des aspects, ça n'est pas le seul, mais c'est évidemment un des aspects qui souvent aujourd'hui est oublié de la fameuse déclaration Schuman du 9 mai 1950, c'est que pendant les semaines et les jours qui ont précédé sa déclaration, en gros au cours du mois d'avril 1950, Robert Schuman et Jean Monnet, puisque c'est ensemble qu'ils ont rédigé la déclaration, même si c'est Schuman en tant que ministre qui l'a prononcée publiquement, mais ensemble, avec leurs équipes respectives, mais finalement c'était un très petit nombre de personnes, moins d'une dizaine, qui ont été directement impliquées dans la préparation et dans la rédaction du texte. Et Schuman, pour éviter justement qu'avant même sa déclaration, il y ait déjà des difficultés, parce qu'il était conscient du caractère révolutionnaire de son projet, de son plan et de sa déclaration, Schuman a tenu à ce que le moins de monde possible soit informé. Et donc, jusqu'au 9 au matin, très peu de gens, même les membres du gouvernement français, ont été prévenus en dernière minute. Le chancelier allemand, Konrad Adenauer, a été prévenu la veille. Mais pour la plupart, pour tous les journalistes présents et pour la plupart des observateurs politiques de l'époque, c'était une surprise totale. Double surprise. Surprise de la méthode, de la manière, donc d'annoncer comme cela sans aucun préalable, je dirais, dans les coulisses diplomatiques. Et puis surtout, évidemment, surprise par rapport au contenu et à l'ampleur du projet que Schuman a proposé donc publiquement le 9 mai 1950. Donc une double surprise, effectivement. Nous allons tout de suite parler des contenus, mais d'abord, une autre question. Est-ce que cette manière de procéder
comme vous l'avez décrit, était la seule manière de réussir? Écoutez, je ne peux pas refaire l'histoire, mais compte tenu des circonstances de l'époque, il ne faut jamais oublier qu'on se trouve 5 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qu'à ce moment-là, les relations entre la France et l'Allemagne sont des relations qui sont toujours très difficiles, très tendues, très ambiguës. La République fédérale allemande n'a été créée qu'en 1949. Et donc, évoquer publiquement, compte tenu de l'état des opinions publiques dans les deux pays, mais surtout en France, et compte tenu des réticences des milieux industriels, économiques et syndicaux, donc évoquer cela publiquement, Schuman savait que ça créerait des réactions très vives, soit très favorables ou au contraire extrêmement hostiles. Et donc, pour ne pas, je dirais, tuer son idée avant même de la rendre publique, il a choisi, sur la recommandation de Jean Monnet, qui était un homme qui cultivait le secret, qui était un homme de l'ombre, qui n'était pas encore à ce moment-là, un personnage public. Presque personne ne connaissait Jean Monnet. Même au sein de l'administration française, il avait un parcours très atypique, et un profil très atypique. Donc, était-ce la seule option? Probablement pas, mais c'était probablement la meilleure. Et la preuve, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'effet de surprise a été total, et c'est précisément ce qui a beaucoup aidé à la négociation, puisque au moment où Schuman propose son plan, il est pratiquement trop tard pour déjà commencer à négocier sur certains points. Non, Schuman fait sa déclaration, on est d'accord, on est contre, mais ceux qui sont d'accord peuvent négocier très vite et on connaît les conditions de départ pour cette négociation. Alors, une fois posé le cadre, nous pouvons venir à présent au contenu. En effet, cette communauté européenne du charbon et de l'acier que Schuman a annoncé est née le 23 juillet 1952. Ce fut un organisme supranational. Oui, alors effectivement, vous l'aurez remarqué, entre la déclaration, donc le projet mai 1950, et l'entrée en vigueur des institutions de la communauté européenne et du charbon et de l'acier, il y a à peine un peu plus de 2 ans qui se sont écoulés. C'est un miracle. Aujourd'hui, il faut des années pour que la moindre révision d'un traité de l'Union européenne puisse avoir lieu. Bien sûr, il y a beaucoup plus de partenaires, bien sûr, il y a beaucoup plus d'États membres, et bien sûr, la situation a changé. Mais quand même, Schuman fait sa déclaration le 9 mai. Un mois plus tard, en juin 1950, les négociations entre 6 États membres démarrent. Ça, c'est miraculeux. Et la négociation du traité se déroule en quelques mois pour que le traité puisse être rédigé, finalisé par les ministres et ensuite ratifié par les États membres, par les parlements dans les 6 États membres. Donc en moins de 2 ans, ça c'est tout à fait miraculeux. Et c'est d'autant plus miraculeux, et je réponds alors à votre question, c'est d'autant plus miraculeux que le contenu, je dirais la nature, l'essence même du plan Schuman est révolutionnaire. Jamais auparavant, dans l'histoire des relations internationales, on avait envisagé ou on avait osé créer une structure de type supranational, c'est-à-dire au-dessus des gouvernements des États membres. Autrement dit, un des aspects révolutionnaires de la proposition de Schuman et de Monnet, puis comme je vous l'ai dit, c'est précisément qu'elle contient cet élément supranational. Autrement dit, les États, six États membres, acceptent de déléguer une partie de leur souveraineté nationale à un organisme indépendant qui s'appelle, et le nom n'est pas anodin, n'a pas été choisi par hasard, qui s'appelle une haute autorité. Autorité, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette structure nouvelle va, pour s'occuper des questions relatives au charbon et de l'acier, disposer de pouvoirs politiques qui sont très importants, et cela de manière indépendante par rapport au gouvernement des 6 États membres. Et donc ça, c'est vraiment effectivement
la mise en place pour la première fois d'une communauté, là aussi le terme n'est pas choisi par hasard, d'une communauté supranationale, comme on n'en a plus eu depuis. C'est-à-dire que les projets ultérieurs, la communauté économique européenne, l'Euratom, dans le cadre des traités de Rome, donc 7 ans plus tard, en 1957-1958, sont moins supranationaux que la CECA. Donc la CECA, c'est vraiment la première et sans doute la dernière fois que des États européens acceptent d'aller aussi loin dans la délégation d'une partie de leurs compétences nationales et souveraines. Oui, je ne veux pas amoindrir le caractère du miracle de cette décision, mais c'était possible parce qu'il y avait seulement 6 et pas 27 comme aujourd'hui. Évidemment, les circonstances étaient les circonstances historiques, le contexte international et l'état d'esprit, l'état psychologique des représentants dans les 6 États étaient totalement différents. On ne peut absolument pas comparer la situation de 1950 avec la situation d'aujourd'hui. Plusieurs éléments peuvent être cités. Vous l'avez dit, 6 pays d'Europe occidentale qui sont proches géographiquement, qui sont proches, pour certains d'entre eux, culturellement. 6 pays qui ont le même type de structure économique et industrielle. 6 pays qui ont l'habitude de commercer entre eux, entre la Belgique, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas. Cela fait très, 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 très longtemps qu'il y a des échanges économiques très importants et fréquents. Donc, les gens qui négocient le traité se connaissent. Ce sont des diplomates qui ont l'habitude de se fréquenter dans des organisations internationales et dans des négociations internationales. L'un élément qu'on oublie souvent, c'est que la plupart des négociateurs de ce traité de Paris, puisque le traité est signé à Paris, donc le traité de Paris qui traduit en quelque sorte en acte la déclaration Schuman et qui crée la communauté européenne du charbon et de l'acier, les responsables politiques de l'époque sont pratiquement tous des hommes du même âge, des hommes de la même génération, qui ont connu une histoire plus ou moins similaire. Ils ont connu 2 guerres mondiales. Ils ont souffert des conséquences des guerres. Et donc, il y a un climat de confiance qui est possible à 6 et qui n'est bien sûr pas possible quand on est 27 ou 28. Et en plus, la négociation portait sur 2 secteurs très ciblés, le charbon et l'acier. Il ne s'agissait pas d'une haute autorité qui serait compétente pour tous les secteurs de l'activité économique. Et donc, ce sont ces différentes circonstances qui ont effectivement rendu possible ce caractère supranational de la haute autorité et donc de la CECA. Et bien évidemment, dans les années ultérieures, et jusqu'à aujourd'hui, les circonstances ne permettraient probablement pas ou plus d'aller aussi loin dans la coopération européenne. La déclaration de Robert Schuman était aussi une étape très importante de la réconciliation franco-allemande. Je pense aux autres intellectuels qui y ont participé, comme mon professeur Alfred Grosser ou Joseph Rovon, avec son article L'Allemagne de nos mérites. Oui, vous avez raison. Encore une fois, ce n'est pas le seul, mais un des aspects tout à fait novateurs et, à vrai dire, révolutionnaire et très osé, très ambitieux de la déclaration Schuman, c'est que pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est traitée par ses partenaires, ses 5 partenaires, pas seulement la France, est traitée comme un partenaire sur un pied d'égalité. On a oublié aujourd'hui qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et donc de la défaite et de la disparition du Troisième Reich et du régime nazi, l'Allemagne a été soumise à un régime de contrôle, d'occupation extrêmement strict et qui était, on peut le comprendre, mal vécu par la population en Allemagne. Et donc, un des mérites de la déclaration Schuman, c'est que enfin l'Allemagne peut, encore une fois, 5 ans seulement après la fin de la guerre, l'Allemagne peut retrouver sa place autour de la table, comme les autres, pour préparer l'avenir ensemble, en commun, l'avenir de l'Europe, en tout cas de l'Europe occidentale. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1950, l'Allemagne est un pays divisé.
Allemagne de l'Est, la RFA, je l'ai dit, est toute jeune, et puis la RDA choisit d'autres orientations. Et donc, pour le chancelier Konrad Adenauer à l'époque, et pour ses interlocuteurs principaux, et pour, vous l'avez dit, toute une série d'intellectuels allemands, mais pas seulement, c'est une opportunité unique. La France semble faire un geste qui, bien sûr, n'est pas désintéressé, qui, bien sûr, n'est pas gratuit. La France trouve aussi son intérêt à faire ce genre de proposition. Mais néanmoins, pour l'Allemagne, et d'ailleurs, d'une certaine manière, pour l'Italie aussi, qui cherche à retrouver une crédibilité internationale après l'expérience du fascisme, pour ces deux pays, en tout cas, la dimension politique et symbolique de l'ACK est peut-être aussi importante que les enjeux économiques et industriels qui figurent dans le projet Schuman-Monet. C'est un peu comme aujourd'hui, l'entente franco-allemande peut faire avancer l'intégration européenne. Probablement, je pense, je suis de ceux qui pensent que effectivement le couple franco-allemand a de l'avenir, a encore un avenir pour le fonctionnement présent et futur de l'Union européenne. Néanmoins, il ne faut pas faire d'anachronisme. La situation de 1950, je l'ai dit, je crois, était une situation très très particulière. Un élément parmi d'autres que l'on a oublié, c'est que Schuman, en 1950, effectivement, il est ministre français des Affaires étrangères. Mais Robert Schuman, qui est né en 1886, sa langue maternelle n'est pas le français. Il est né à Luxembourg, d'un père qui a la nationalité allemande, d'une mère luxembourgeoise. À la maison, on parle allemand. À la maison, on parle luxembourgeois. On parle très peu français. Robert Schuman fait toutes ses études universitaires en Allemagne. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'il s'installe à Metz, donc en Lorraine, puisque la Lorraine, comme l'Alsace, sont redevenues françaises. Mais c'est un homme adulte qui se lance dans une vie politique en France. Donc, Robert Schuman, il est très à l'aise avec Konrad Adenauer. Bien sûr, d'abord, il y a des affinités spirituelles. Ce sont tous les deux des catholiques très engagés. Deuxièmement, ce sont des hommes de la même génération. Troisièmement, entre eux, ils parlent allemand, tout comme ils parlent allemand avec le chef de la négociation luxembourgeoise, Joseph Bech. Une bonne partie de la négociation se fait en allemand, ce qui aide beaucoup parce qu'Adenauer parle mal français et ne parle pas anglais. Donc la négociation se fait en français et beaucoup en allemand. Et donc évidemment, ce couple franco-allemand en 1950, il a de bonnes raisons de fonctionner. Il y a des raisons objectives qui sont liées à la situation internationale, la guerre froide, et l'obligation de trouver une solution aux relations franco-allemandes et une obligation de réintégrer l'Allemagne de l'Ouest dans une structure européenne solide et équitable. Mais évidemment, aujourd'hui, la situation est totalement différente. Dans une Europe à 27, 28 ou 27, avec des dirigeants qui n'ont plus le même âge, qui n'ont pas la même formation, qui n'ont pas la même histoire personnelle, évidemment, le poids du couple franco-allemand est plus difficile. Ce qui était possible avec Mitterrand et Helmut Kohl n'est peut-être, je n'en sais rien, n'est peut-être pas possible ou moins facile en tout cas, ou moins évident pour Emmanuel Macron et Angela Merkel. Par contre, pour Schuman et Adenauer, c'était relativement simple. Encore une fois, peu d'États, peu de représentants, peu de pays autour de la table, des intérêts assez convergents, une culture commune, ça facilite quand même beaucoup les choses. J'avais écrit sur le blog cette conviction inébranlable de Schuman, nous pouvons en profiter et beaucoup apprendre aujourd'hui. En quelque sorte, Schuman dévançait les institutions de l'Union européenne d'aujourd'hui, vous l'avez dit. Ses États membres coopèrent intensément, mais n'ont toujours un certain mal de gérer ensemble les grands problèmes, le numérique, le climat, migration et la sécurité. Aucun membre ne pourra résoudre ces questions seul. C'est ce qui martèle le président de la République Emmanuel Macron à tout instant. Et Robert Schuman aurait-il déjà fondé des administrations européennes vraiment intégrées, par exemple pour la migration? Rappelons que la communauté européenne de charbon et de l'acier agissait au nom de ses membres. Alors, encore une fois, il ne faut pas commettre le pire péché en histoire, qui est celui de l'anachronisme. Mais
il est difficile de savoir comment Schuman aujourd'hui, si Schuman était aujourd'hui aux affaires, comment il réagirait par rapport au couple franco-allemand, par rapport aux enjeux que l'Union européenne doit affronter. Je pense néanmoins que l'expérience de la CECA, mais ça n'est pas la seule. Schuman a été longtemps ministre des Affaires étrangères et Schuman a participé à d'autres négociations européennes qui ont eu plus ou moins de succès. Mais l'ensemble de la carrière de Robert Schuman montre que c'était quelqu'un de pragmatique. Tout comme Jean Monnet, d'ailleurs. C'est des gens qui n'avaient pas une conception, je dirais, théorique ou abstraite de la construction de l'Europe. Leur parcours personnel les obligeait, en quelque sorte, à être concrets, pratiques, efficaces, originaux, novateurs. Et je ne doute pas, dans ces conditions, que si Schuman était aujourd'hui aux affaires, encore une fois, dans un contexte différent, il essaierait effectivement de résoudre des problèmes ponctuels, comme pour la CECA, ponctuels, mais qui ont des conséquences directes, concrètes sur la vie des citoyens des États membres de l'Union européenne. Et à ce propos, je voudrais, si vous me le permettez, préciser un élément que beaucoup de gens, je crois, ont perdu de vue. Tout le monde, ou presque, a oublié que dans la déclaration, dans la version finale, parce qu'il y a eu beaucoup de versions préparatoires, mais dans la version finale de la déclaration Schuman, donc dans la version qui a été présentée le 9 mai 50 aux États qui ont accepté d'ouvrir la négociation, donc au final 6, puisque les Britanniques n'ont pas souhaité en faire partie, il y avait un élément sur l'Afrique que je cite dans la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Il était écrit textuellement: l'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. Donc la déclaration Schuman, ce n'est pas uniquement du franco-allemand, ce n'est pas uniquement du charbon et de l'acier. C'est aussi l'ambition qu'un jour, cette communauté européenne puisse se soucier des relations qu'elle doit forcément avoir avec un autre continent, qui est le continent africain. Schuman le sait parfaitement bien. En tant que ministre des Affaires étrangères, il sait que la France reste, en 1950, une puissance coloniale. Et donc, Schuman était parfaitement conscient des enjeux à court et à moyen terme des relations entre l'Afrique et l'Europe. Alors, peut-être ne pensait-il pas aux questions migratoires, parce qu'à l'époque, les questions ne se posaient pas sous cet angle-là, mais néanmoins, je pense pouvoir dire que effectivement, en 2020, Robert Schuman essaierait de trouver une solution à ce problème parce qu'il a toujours manifesté pendant sa carrière politique un intérêt réel pour les relations présentes et futures, avant et après la décolonisation, entre l'Europe et l'Afrique, parce qu'il mesurait bien quelles pourraient être les conséquences négatives pour les uns comme pour les autres si rien n'était fait pour essayer de créer des relations harmonieuses entre les deux entités, entre ces deux continents. Vous avez toutes les raisons d'ouvrir cette perspective dans ce sens-là. Et je voudrais encore, pour résumer, vous demander, cette journée du 9 mai nous devrait rappeler l'esprit des pères fondateurs de l'Union européenne et surtout souligner le message de paix indissolublement lié à l'idée d'une Europe intégrée. Bien sûr, le 9 mai que les institutions communautaires commémorent chaque année, cette année-ci évidemment d'une manière un peu particulière, de manière virtuelle, en raison du confinement généralisé et forcé, mais je pense effectivement qu'il y a dans la déclaration Schuman et dans les conséquences de la déclaration Schuman toute une série de messages qui, 70 ans plus tard, restent d'une grande actualité. Et la dimension politique, symbolique et donc pacifique que vous avez évoquée reste, me semble-t-il, toujours d'actualité. Et les pères fondateurs
Schuman, Monnet, Adenauer, Paul-Henri Spaak, Alcide De Gasperi, Joseph Bech, Jan Willem Beyen pour les Pays-Bas, étaient tous conscients de cela. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, c'était tous des hommes qui avaient connu la Deuxième et très souvent la Première Guerre mondiale. Et donc, cette dimension pacifique et cette dimension, ou c'est plutôt cette nécessité d'enfin réconcilier les peuples de pays voisins, mais qui s'étaient fait la guerre pendant parfois des siècles, c'était quelque chose qui était chez eux extrêmement présent à l'esprit. Donc, il ne s'agit pas de nier les enjeux économiques, les enjeux industriels, qui étaient une urgence absolue en 1950, mais puisqu'il fallait reconstruire tout ce qui avait été détruit à la fin de la guerre, pendant ou à la fin de la guerre. Mais néanmoins, au-delà de cela, l'enjeu réconciliation pacifique était extrêmement important et les successeurs, si j'ose dire, de Robert Schuman l'ont bien compris. Et Konrad Adenauer a continué à adopter le même type d'attitude avec les successeurs de Schuman. Quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, eh bien, eux aussi, encore une fois, ils avaient le même âge. Encore une fois, ils avaient connu, ou leur famille avait connu les mêmes affres de l'histoire récente. Eh bien, eux aussi avaient en tête cette dimension symbolique de la réconciliation et de la nécessité pour ces deux peuples voisins de mieux se connaître, de mieux partager une langue en commun. Et je vous félicite de parler si bien notre langue française. Tout ça, c'est un héritage que l'on évoque parfois peu, parfois indirect, mais c'est aussi, sur le long terme, une conséquence de l'engagement politique des pères fondateurs, dont notamment Robert Schuman, à travers sa fameuse déclaration du 9 mai 50. Et ce message de paix est notre meilleur bien d'exploitation de l'Union européenne? Oui, je pense. En tout cas, c'est un message, c'est une dimension qu'on nous envie ailleurs. On n'en est pas toujours conscient, mais qu'on nous envie dans d'autres régions du monde, sur d'autres continents. J'ai eu l'opportunité, ça nous éloigne un peu du plan Schuman, mais j'ai eu l'opportunité en 2012 d'assister à Oslo à la remise du prix Nobel de la paix aux représentants des 3 institutions principales de l'Union européenne. Et je peux vous assurer qu'il y avait là des gens qui venaient du monde entier. Et je peux vous assurer que on regarde avec envie et admiration ce que les Européens ont été capables de faire après la Deuxième Guerre mondiale, quelques années seulement après la Deuxième Guerre mondiale, malgré les difficultés, les freins et les peurs, parfois légitimes. Pourquoi nous, les concitoyens européens, sont si peu conscients de ce message de paix? Écoutez, je vous donne une opinion strictement personnelle. Moi, je pense que la nature humaine est ainsi faite que l'on s'habitue à tout et qu'on a vite tendance, et ça c'est universel, on a vite tendance à considérer comme acquis pour toujours ce qu'on a toujours connu. Et donc, pour quelqu'un de ma génération, la paix en Europe, en tout cas en Europe occidentale, c'est quelque chose qui semble être une évidence. Quand on explique aujourd'hui, j'ai des enfants, quand j'explique aujourd'hui à mes enfants ce que mes grands-parents, ce que mes arrière-grands-parents ont connu pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ça leur paraît parfois difficile à imaginer, à comprendre. Très loin. Et très loin, très éloigné de leur vie actuelle, très éloigné de leurs préoccupations quotidiennes. Et je pense que c'est probablement la même chose pour la grande majorité de nos concitoyens européens. Et donc, l'avantage, si j'ose dire, de commémoration telle que celle de cette semaine autour de la déclaration de Schuman, c'est précisément de rappeler aux citoyens européens quel a été le chemin que nous avons dû parcourir, quelles ont été les difficultés à surmonter pour construire ce qu'on a pu construire, même si tout n'est pas parfait, même si tout ne fonctionne pas comme on le voudrait, même si rien n'est jamais fini. Mais on a été capable,
nos parents, la génération de nos parents, ont été capables, malgré tout, de construire cela et de se réconcilier. Et je pense qu'il faut le rappeler aujourd'hui aux citoyens européens et pas seulement aux jeunes générations, parce qu'ils ont probablement tendance à ne voir que les côtés négatifs de l'Union européenne, mais à ne pas se rappeler que l'acquis principal, c'est qu'une guerre entre nos pays est aujourd'hui inconcevable et sans doute matériellement impossible d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui n'est plus envisageable. Et voilà. Merci bien. Merci bien de vos réponses. C'était magnifique de vous rencontrer ici dans le Home Office en ligne. Je vous souhaite une bonne santé et j'espère de vous revoir une fois à Bruxelles. Ben, écoutez, je vous renvoie, je vous réciproque vos bons voeux et je vous souhaite effectivement une bonne fête de l'Europe. Et effectivement, je reste à votre disposition si dans l'avenir, vous souhaitez poursuivre ce genre de discussion. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.